Nous allons continuer avec la suite de la partie 2 du développement de notre plateforme de gestion des événements de A à Z. Pour qui ne savent pas, nous sommes en train de développer une plateforme, de gestion des événements et de la réservation complète. Voilà. Et nous sommes en train d'utiliser des technologies comme du Laravel et puis du JavaScript pour pouvoir développer ça en plus du front-end. Nous avons dit, pour le back-end, nous sommes en train de faire une architecture API REST complète. Voilà. Basée sur l'authentification JWT avec Laravel Phantom. Voilà. Avec le code complet ou bien complète de, comment on appelle ça, de notre projet. Voilà. Événements, catégories, réservations, voilà, les relations éloquentes avancées, la validation des données, la gestion des rôles. Et nous avons dit que nous aurons à peu près 3 rôles, voilà, l'organisateur, l'utilisateur, l'administrateur, ainsi de suite. Voilà. Donc, et nous allons parler d'upload, voilà, d'upload des images, aussi la pagination, l'architecture, ainsi de suite. Et nous avons dit pour la partie front-end, nous allons utiliser du JavaScript Vanilla, voilà. Et notre architecture, ça va se baser sur l'architecture modulaire et avec la communication API asynchrone pour la récupération des données, la gestion de data, sans framework, les modales, en utilisant Bootstrap, la pagination dynamique, les fruits avancés, ainsi de suite, les animations aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée simplement, c'est de montrer comment nous pouvons développer une plateforme complète en utilisant et en faisant du API REST, en créant une API, voilà, et en paramétrant de façon beaucoup plus pro, et puis apprendre à pouvoir développer une application front-end pour pouvoir récupérer, consommer les ressources de cette API. Voilà l'idée du développement de notre application. Nous sommes sur la 3e série de vidéos, et la 3e série de faites suite à la partie 2 que nous avons déjà commencé par développer. Voilà, vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube, vous allez voir que nous avons déjà fait au moins 2 séries de vidéos. Nous sommes sur la 3e ici. Voilà. Donc, si vous venez sur notre chaîne, vous allez voir que nous avons déjà eu 2 vidéos. Donc, si vous venez au niveau des vidéos, vous allez voir, nous avons déjà fait la première partie. La deuxième partie qui est issue. Cette vidéo, c'est la suite de la deuxième partie, parce que j'avais dit que la deuxième partie commençait par à grossir, la vidéo commençait pas à être trop longue. J'ai dit, je vais scinder ça en 2 et nous allons continuer dans la suite. Donc, cette vidéo est la suite de la partie 2. Voilà. Et c'est la partie des questions que nous avons fait. Nous avons commencé le développement de la base de données et des migrations, l'architecture de données de notre projet. Nous avons déjà créé toutes les migrations et nous avons migré toutes nos tables. Voilà les différentes tables que nous avons eues. Nous avons eu la table de user, bien évidemment, la table pour la gestion des catégories, les événements aussi, le booking. Et nous étions sur le développement des modèles. Nous avons fait le modèle catégorie, voilà, avec des relations qui sont ici. Voilà, nous avons fait les relations comme event et active event. Et il s'agit de quel type de relation? C'est-à-dire quoi? À partir de catégories, nous allons récupérer tous les événements qui sont liés à une catégorie spécifique. Ou bien, à partir de la catégorie, nous pouvons récupérer tous les événements actifs sur une catégorie spécifique. Et nous avons aussi développé déjà le modèle pour user. Voilà, ce modèle, nous étions arrêtés ici pour le moment. Et nous sommes aussi sur l'événement. L'événement, j'avais dit, il y a beaucoup plus de relations. Il y a certaines relations qui sont liées à la réservation, au booking. Et j'ai dit qu'on va s'arrêter là pour le moment. On va continuer. Et dans cette vidéo, bien évidemment, on va continuer avec le reste des définitions des relations, des méthodes de relations dans le modèle event. Et nous allons continuer aussi après avoir plutôt développé ou bien créé le modèle booking. Le modèle qui est bien évidemment la gestion des réservations. Ce que nous allons faire ici, rapidement, nous allons commencer avec, nous avons déjà créé la migration booking, nous avons déjà la table booking qui est ici. Donc, si vous venez ici rapidement, à titre d'information, vous allez trouver ici, sur notre table, il y a déjà, sur notre base, il y a déjà la table booking. Et nous avons déjà tous les attributs caractéristiques qui sont liés à ça. Nous allons commencer maintenant avec le développement des modèles liés spécifiquement à ça. Nous venons ici dans le terminal et nous allons créer rapidement le modèle de réservation. Donc, PHP Artisan make migration. PHP Artisan make migration. Et ici, j'ai dit migration. Excusez-moi, make modèle. Voilà.
Donc, make modèle. Et le modèle ici, ça sera le modèle de réservation, donc booking. Voilà. Et ici, on va dire, ce modèle, bien sûr, bon, et ce modèle, on va essayer un peu, si nous n'avons pas encore de migration liée à ça, nous pouvons mettre, par exemple, M directement pour la création de sa migration. Mais nous, on va créer les choses de façon beaucoup plus séparée, on a dit à la migration. Donc ici, on met simplement entrée. Voilà. On met entrée ici et on attend que ça se mette en place rapidement. Voilà. Le modèle est créé et nous venons dans ce modèle ici. Nous allons rédiger pratiquement tout ce qui est ici. Et quels sont nous allons mettre dans ce modèle-là? Le modèle Booking, c'est, à titre d'information, c'est le plus complexe avec les workflows de statut de paiement. Voilà, c'est le plus complexe ça. Et ce que nous allons faire par rapport à ça, nous allons d'abord venir ici. J'ai dit la première chose, pour la question des factories, nous allons utiliser le trait qui est ici, has factory. Voilà. Et vous savez déjà ce que ça fait. Je vous avais déjà expliqué ça plusieurs fois. Voilà, dans des vidéos antérieures. Et ici, maintenant, nous allons commencer avec maintenant le protected. Donc, protected, la propriété fillable. Dollar fillable. Voilà. Dedans, maintenant, nous allons commencer par mettre tout de suite les propriétés auxquelles on peut utiliser mass assignment. Voilà. À la création, en même temps, les propriétés qu'on peut s'auto-remplir automatiquement. Donc, première chose, nous allons définir d'abord le numéro unique de réservation. Donc, quand on réserve un truc là, on fait une réservation, on va lui générer le numéro unique. Nous allons l'appeler booking. Donc, booking ici, number. Et cet numéro, je vais commenter ça rapidement pour vous dire, c'est le numéro unique de réservation. J'avais donné un exemple dans la précédente vidéo, nous avons dit, c'est un numéro qui sera sous cette forme, par exemple. On peut trouver quelque chose sous cette forme, BK, je ne sais pas, 2025. Voilà, quelque chose comme ça. Tiret ABC. 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose comme ça. Voilà, donc on va générer un numéro de cette façon. Bien sûr. Et si on vient ici, après ça, on met virgule. Et maintenant, on va parler de quoi? On va prendre maintenant le user ID. Voilà. Le user ID, ça sera le créateur. User ID. Voilà. L'identifiant, ça sera l'identifiant de l'utilisateur. Et après, ça va rester maintenant l'événement ID. Et ces trois choses sont des identifiants ou bien identifications. On va passer maintenant à d'autres trucs là. Donc, les quantités et prix. Donc, quantité, les attributs de quantité ou bien les propriétés de quantité et prix. Pour les propriétés de quantité et prix, on a d'abord le quantity. Donc, ici, nous avons le quantity. Voilà, le quantity qui sera le nombre de places réservées. Donc, on va venir ici, on va le nommer le nombre de places réservées. Nombre de places réservées. Voilà, le nombre de places réservées. Après ça, maintenant, on va donner le prix unitaire au moment de la réservation. Le prix unitaire au moment de la réservation. Donc, on met ici le prix unitaire. Donc, je vais nommer ça Unite Price. Donc, Unite Price. Et ça, c'est le prix unitaire au moment de réservation. Et après, maintenant, on va maintenant faire le prix total. Le montant total, quoi. Donc, pour le montant total, donc, je vais nommer ça plutôt total amount. Donc, total amount. Total amount. Et ça sera quoi? Ça sera le montant total. Et le montant total, on va faire la quantité fois le prix unitaire. Voilà, c'est ça qui est le montant total. Et après, maintenant, là, je vais donner maintenant la devise. Donc, la devise ici, je vais nommer ça currency. Voilà. Et currency, ça sera la devise. La devise, voilà. On peut donner un exemple en dollars ou bien un truc là. Voilà.
Pour aller beaucoup plus vite, je vais vous finir rapidement les autres informations. Rapidement, je vais vous expliquer ça. Donc, on aura les informations maintenant de participants. Informations du participant. Voilà, les informations du participant. Ça, c'est très important. Donc, on va ici, je vous fournis ces informations rapidement. Donc, je vous explique rapidement les informations qui restent. À partir des informations du participant, on a d'abord le nom du participant. C'est très important. Avec attending name. Et on a attending email. Vous connaissez déjà, si vous venez sur la migration, on a déjà toutes ces informations qui sont faites au niveau de régulation. Ceux qui n'ont pas encore regardé ça, allez regarder la deuxième vidéo. Voilà, la première, la deuxième. Voilà. Et on a aussi le téléphone du participant. Après ça, nous avons quoi? Nous avons aussi le special requirement, c'est-à-dire besoins spéciaux. Si la personne, bon, il a certains types de besoins spéciaux, allergiques, handicap, tous ces trucs-là. Donc, on le fout dedans aussi. Comprenez? Maintenant, nous avons le workflow du statut. Workflow statut. Le workflow statut, c'est quoi? C'est-à-dire, ça permet de savoir rapidement et le statut de réservation créé. Si c'est en attente de confirmation, si c'est réservation confirmée avant ou sans paiement, si c'est réservation annulée par l'utilisateur ou l'organisateur, c'est réservation remboursée. Donc, on met tout ici. C'est ça qu'est le côté statut, ça. Et ça prend des valeurs comme pending, confirming, cancelled, refunding. Vous savez, donc, réservation remboursée. Tous ces trucs-là. Donc, après ça, maintenant, au niveau du statut, nous avons le workflow de paiement. Donc, paiement, le statut du paiement aussi. Le statut du paiement, on a paiement status. Paiement status, ça prend des valeurs comme le paiement en attente, pending, le paiement, et comment on appelle ça? Effectué, le paiement échoué, failed, et le paiement remboursé. Voilà. Et après, maintenant, on a le workflow, le timestamp. Voilà. Le timestamp, simplement, c'est date de confirmation, et date d'annulation, date de remboursement, donc confirming out, cancelled out, refunding out. Donc, toutes ces informations, on va les mettre là. Donc, ce qui reste, une fois que nous avons fait ceci, nous avons terminé avec Fillable, que j'ai parlé de mass assignment, c'est-à-dire champ autorisé lors de la création ou bien de modification. J'avais déjà expliqué, hein. Donc, une fois que nous avons terminé avec ça, ce que nous allons faire simplement, nous allons venir ici et nous allons fermer ceci. Très simple, aussi simple que ça. Voilà. Donc, nous allons fermer ça. Ce qui va nous rester à faire, après avoir fermé ceci, après avoir terminé avec ça, nous allons passer maintenant au truc là, à la propriété cast. Cette propriété qu'on avait définie ici, vous vous souvenez très bien de ça. Propriété cast. Voilà. On n'avait pas défini ça de ce côté ici et j'avais expliqué pourquoi. Donc, la propriété cast, oui, on avait défini ça ici aussi. On avait défini ça ici, je me rappelle très bien. Voilà. Donc, ici, cette propriété cast, qu'est-ce que ça fait? Je vous avais dit que cast, ça permet de faire la conversion automatique des types. La conversion automatique des types. Je vais faire en même temps notre réexplication. Normalement, suivez la vidéo depuis le début, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. La conversion automatique des types, ça permet de faire quoi? Ça permet simplement, si vous occupez des données de la base de données, ça va convertir automatiquement certains, comment on appelle ça, certains attributs, ça va les convertir du type de base de données vers le type du PHP. Et si vous envoyez les données depuis le PHP vers la base de données, ça va convertir certains types de PHP vers les types du SQL. Vous voyez, c'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Au fait, je prends l'exemple des timestamps, maintenant ça va convertir en objet carbone pour la manipulation facile. Voilà. Donc, si je viens ici, je vais créer maintenant protected cast. Donc, dans là, je dis dans là, je mets ici protected et je mets ici cast ici. Voilà. Première chose, nous avons d'abord les prix. Voilà. Donc, on va faire la conversion automatique des prix avec 2 décimales. Voilà. Donc, un exemple, ça sera 50-50 comme ça. Ça dit 2 décimales après. Voilà. Donc, première chose, nous aurons le prix unitaire. Le prix unitaire qui est ici. Le prix unitaire, nous allons le convertir en 2 décimales. Ça sera toujours sous cette forme-là. C'est-à-dire 2.00, 2.ceci, parce qu'on va considérer que ça sera des nombres à virgule aussi pour l'événement. Et après ça, le total amount aussi, nous allons faire exactement la même chose aussi pour ça. Donc, total amount. Et je vais le rediriger aussi ici. Voilà, le total amount aussi est dedans. Après ça, maintenant, il y a maintenant la conversion des timestamps. Donc ici, je mets ici des timestamps.
Donc, ça permet de convertir simplement en objet. En objet carbone. Voilà, ça permet de faire la manipulation facile. Pour la manipulation facile. Voilà. Donc, pour la manipulation facile, on va faire de la conversion. C'est tout. Et d'abord, on a confirm at et ça va donner des thèmes. Voilà. Je vous montre ça simplement. Si on fait ceci, si on fait ça, si on fait, par exemple, on récupère la réservation. Donc, on fait ici, si on fait booking. Et on fait comme ça. On prend maintenant la date de confirmation, confirm at. Voilà. On peut appeler directement format sur ça. Vous formatez ça directement de cette façon pour travailler. Parce que cette fonction fait partie de l'objet carbone, donc on peut l'utiliser pour travailler comme ça. Vous voyez? La même chose pour ceci aussi, console at. On va convertir ça aussi à des thèmes. Et lui, on peut utiliser par exemple quelque chose comme ça. On peut faire quelque chose comme ça. Booking. Quelque chose comme ça. Et je vais appeler cette propriété, consoled at. Et par exemple, je peux appeler cette méthode, je ne sais pas, diff. Alors, je peux appeler la méthode diff humans. C'est tout. Voilà. Donc, et aussi, on peut faire la même chose ceci, sur ceci. La même chose. Donc, on peut utiliser, par exemple, je peux utiliser un truc là comme is today. Voilà. Is today. Quelque chose comme ça. C'est un exemple. C'est des exemples qu'on peut utiliser sur ça. Maintenant, on a terminé avec ça. On va passer maintenant aux relations éloquentes. Les relations, et quelles sont les tables qui sont liées à ceci, à booking, quelles sont, ainsi de suite. Donc, on va essayer un peu de définir ces relations. Ces relations, c'est quoi? Je viens ici, je crée les relations. Voilà. Ces relations, par exemple, j'essaie de vous définir ça. Allez, je vais peut-être m'amuser un peu à vous montrer ça. On sait que, par exemple, si on met ici relation, deux points, on sait qu'une réservation, par exemple, voilà, une réservation ou bien booking, tout ce qu'on veut, une réservation appartient à un utilisateur. Ça, c'est clair. Donc, c'est un utilisateur qui fait une réservation. Voilà, une réservation appartient à un utilisateur. Vous voyez? Et aussi, je peux, par exemple, donner une autre utilisation de ça. Voilà. Donc, si par exemple, je vous montre quelque chose. Le type qu'on utilise souvent, si on utilise type relation, c'est une relation, comment on appelle ça? Many to one. Voilà, many to one. C'est une relation many to one inverse. Et on utilise belongs to pour ça. Belongs to pour ça. Voilà, appartient à. Donc, relation many to one. Voilà. Donc, plusieurs réservations peuvent appartenir à un utilisateur, mais un utilisateur ne peut que réserver comment on appelle ça? Un utilisateur peut réserver plusieurs événements, mais une réservation appartient à un seul utilisateur. Donc, c'est une relation many to one inverse, c'est-à-dire one to many. One to many. C'est-à-dire quoi? Un utilisateur peut avoir plusieurs réservations, mais une réservation appartient à une et seule utilisateur. C'est pourquoi je parle de many to one inversé. C'est tout. Vous voyez? Aussi simple que ça. Donc, belongs to. Voilà. L'utilisation, très souvent, comment on utilise ça? J'essaie de vous expliquer ça rapidement. Donc, son utilisation, ça vient dans quel cas? Et l'utilisation, c'est lorsque on va prendre rapidement, comment on appelle ça? Une réservation. Sur une réservation, on va récupérer les informations de celui qui a réservé ça. C'est tout. Et sur ça, par exemple, on peut récupérer son nom, on peut récupérer son email, on peut récupérer tout ce que nous voulons. Voilà, tout. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'utiliser de cette façon. À partir d'un objet booking, on récupère l'utilisateur, les informations de l'utilisateur. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, ici, il y a quelque chose, faisons beaucoup attention. On sait que, bon, j'allais expliquer ça après, mais je vais profiter. Je vais profiter pour expliquer ça en même temps. Je reviens là. On met une note ici. Des fois, la clé utilisateur de user ID peut être nulle. Ça peut arriver. Voilà, ça peut être arrivé. Ça peut être nul. Voilà. Ça peut être nul et lorsque la réservation est anonyme. Lorsque la réservation est anonyme. Et la réservation anonyme, c'est ça qu'on appelle réservation guest. Voilà. Voilà. Ça peut être nul dans ce cas.
Voilà, ça peut être nul lorsqu'on a c'est-à-dire quoi? Si on fait la réservation anonyme, bien on fait la réservation pour une autre personne. C'est-à-dire, je mets les informations pour réserver à une autre personne. Voilà, c'est tout. Là, dans ce cas, on peut parler d'une réservation anonyme. Supposons que je retourne ici, je vais faire une réservation rapidement. Donc, je viens là, j'essaie de récupérer un événement et puis je réserve. Voilà. Donc, ça n'a qu'à charger. Et je viens sur une réservation ici. Je viens ici sur un événement et je clique sur réserver. Je clique sur réserver, par exemple, allez, je peux donner les informations de celui qui a fait. Dans ce cas maintenant, user ID est nul parce que celui qui a réservé est différent de celui qui a fait ce truc-là. C'est aussi simple que ça. Ou bien lorsque je n'ai pas un compte, je n'ai pas besoin d'avoir un compte pour réserver. Là, dans ce cas, user ID est nul. Mais si j'ai un compte pour réserver, on récupère user ID et c'est tout. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Voilà, c'est dans ce cas que la réservation est égale à nul. Donc, ces informations sont très importantes pour nous et ça nous permet de créer les méthodes de réservation. Voilà. Pour avoir cette méthode, on va créer, allez, première méthode pour cette réservation, c'est user. Voilà. Et user, la méthode user, on a dit quoi? C'est quelque chose de belongs to. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, on vient là. Donc, grâce à ceci, donc quand vous appelez booking user, vous appelez de façon implicite cette méthode-là. Voilà. Cette méthode permet de récupérer simplement l'utilisateur qui a réservé l'événement. C'est tout. À qui appartient cette réservation? Aussi simple que ça. Donc, c'est pourquoi nous utilisons la méthode belongs to. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Une autre réservation, c'est une relation où on va créer une autre relation. La relation, ici, on va parler de... Voilà. Donc, de la relation, ici. Et la relation, c'est quoi? Ici, une réservation appartient à un événement. Ça, c'est clair. Appartient à un événement. Ça, c'est forcé. Le type, c'est belongs to. Aussi, c'est many to. Inverse aussi, belongs to. Voilà. Donc, une relation appartient à un seul événement, mais un événement peut avoir plusieurs événements, plusieurs réservations. C'est pourquoi on parle de many to. Mais de façon inverse. Parce que un événement A peut avoir plusieurs réservations. Mais une réservation ne peut qu'avoir un seul événement. C'est pourquoi on parle du many to one inverse. Ça fait one to many. Voilà. Bon. En griffe, comme en but du langage. Aussi simple que ça. Donc, vous savez comment on utilise ça? C'est la même chose. On vient ici, on crée la fonction public function event et on l'utilise de la même façon où nous avons utilisé ce qui est là. Aussi simple que ça. Voilà, donc nous l'utilisons de la même façon. Vous savez, on va appeler booking-event sur ça et on peut récupérer maintenant le titre de l'événement, par exemple la date de l'événement, ainsi de suite. Maintenant, on va parler au query scope, c'est-à-dire des filtres réutilisables. Donc, les filtres réutilisables, on les appelle des query scopes. Voilà. Donc, on vient ici, je vais parler des query scopes. Donc, je mets ici des query scopes. Voilà. On les appelle aussi filtres. Donc, réutilisables. Voilà, les filtres réutilisables. Voilà. Donc, par exemple, on a un scope comme réservation confirmée. Je donne cet exemple rapidement ici. Donc, le premier scope ici, c'est le scope de réservation confirmée. Et dans quel cas on utilise ça? Je mets ici, par exemple, l'usage. Donc, on peut appeler toujours, on peut faire comme ça. Sur la classe du modèle booking, on peut créer une fonction ici, le scope ici, et on l'appelle par exemple confirming. Et on met ici get, comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, on va créer maintenant ça. Donc, on met ici public function, scope confirming, on lui passe maintenant le query. Et une fois qu'on lui passe le query, on peut faire comme ça, return ici, return query ici, where status égale confirming. Donc, on va récupérer simplement avec, grâce à ce scope, on peut récupérer uniquement des trucs là, des réservations confirmées. Voilà. Il y a beaucoup de scopes dont on va voir, voyez non, sans problème. Par exemple, on peut parler des scopes comme scope pending, par exemple. Voilà.
Donc, on vient ici, public function, même chose. Et on peut utiliser scope pending pour les réservations en attente. Même chose ici, dans la même truc, la logique, on peut voir pour des relations qui sont, pour des trucs là qui sont, comment on appelle ça? Des réservations qui sont annulées. Donc, je peux mettre ici scope cancel. Donc, par exemple, et ici, le statut sera cancel. Voilà. Je peux faire dans le même esprit, on peut voir réservation payée. Et ici, ça ne sert pas de statut, mais payment statute. Payment. Et ça sera paid. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu, on peut avoir autant de scopes que nous voulons. Voilà, autant de scopes que nous voulons ici. Aussi simple que ça. Je vais m'arrêter là. On va parler un peu des assesseurs. Des assesseurs. Je ne sais pas si on avait essayé de faire ça aussi dans Event. On va essayer de voir certains types d'assesseurs dans Event. Get email URL, ainsi de suite. Get format, voilà, des assesseurs. Ici, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je mets ici assesseurs. Voilà. On les appelle des attributs calculés. Voilà. Donc, on peut, par exemple, créer un assesseur pour la badge. Donc, je crée un assesseur. Voilà. Pour la badge. Bon, une badge, bootstrap, pour le statut de la réservation. Voilà. Ça va permettre de retourner une couleur bootstrap selon le statut, quoi. Donc, on va retourner une couleur. L'utilisation, d'abord, je viens ici, ça permet de faire quoi? Donc, ça, on va retourner ici, simplement. On va retourner, bien, retourne simplement une couleur. Voilà, bootstrap. Selon le statut. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Comment on va utiliser ça? Donc, je viens ici, je mets usage, par exemple. Et on peut l'utiliser de cette façon. Bookings ici. Et ça peut renvoyer, par exemple, ça peut renvoyer quelque chose comme success, warning, danger, etc. Ça dépend. Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire ici, simplement, on va venir là. Et comment on va créer ça? Donc, je mets ici public statute. On va nommer ça get statute page attribute. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient là. On va juste définir des couleurs. Donc, je vais définir ici une propriété badge. Voilà. Et là, je mets ce type de couleur dedans. Voilà. Et pour pending, je vais utiliser la couleur warning, par exemple. Voilà. Ainsi de suite. Et, par exemple, pour confirmer, je vais utiliser success. Voilà. Success, la couleur verte, quoi. Et pour cancel, je vais utiliser la couleur rouge. Danger. Et pour refund, je vais utiliser la couleur info, qui est bleue. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez ce que je fais. Je mets ici return. Et je vais sélectionner la badge. Et je retourne maintenant selon le statut. Donc, je mets ici badge. Et selon le statut, donc je mets ici this. C'est selon le statut, je retourne la badge selon le statut, ou bien, voilà, je vais retourner juste secondary. Voilà. Si on n'a rien, on n'a trouvé rien du tout, si le statut ne correspond à rien, on va retourner simplement la couleur secondary. C'est tout. Voilà. Donc, c'est comme ça on va procéder. C'est-à-dire, la couleur secondaire, c'est la couleur gris par défaut. Voilà. Donc, je mets ici gris par défaut. Voilà, aussi simple que ça. J'utilise gris par défaut. Donc, avec ça, on peut récupérer maintenant les couleurs, tous ces trucs-là. Donc, on peut faire d'autres, par exemple, comment on appelle ça?
assesseur, mais assesseur. Je peux créer par exemple l'assesseur ici et la badge, je peux créer aussi une badge pour le statut du paiement. Donc, je peux mettre ici get payment, voilà, je peux utiliser get payment. Donc, je peux ici payment, la get payment status, badge attribute. Et ici, pour payment aussi, je mets ici pending, je mets warning et paid. Voilà, parce que les statuts dessus, c'est différent. Paid, je vais mettre ici success, failed. Lorsqu'il y a l'annulation ou un échec, je vais utiliser danger et lorsqu'il y a le funding, je vais utiliser info. Et ici, maintenant, je fais la même chose ici. Ici, j'utilise ici payment status. Voilà, c'est tout. Donc, payment status aussi, et je le fous ça dedans. Aussi simple que ça. Je peux utiliser aussi, j'ai aussi d'autres assesseurs. Par exemple, maintenant, pour pour formater le montant total. Voilà. Le montant total, ou bien, par exemple, pour le numéro de réalisation, pour générer le numéro de réalisation unique, ainsi de suite. Donc, il y a autant de trucs là que je peux avoir. Donc, je vais le mettre là et je vais vous expliquer ça rapidement. Donc, après ceci, get payment status badge attribute qui permet d'envoyer maintenant ces couleurs en fonction du statut du paiement de réservation. On passe maintenant au get formatted total attribute. Voilà. Get formatted total attribute, ça fait exactement la même chose. Ça permet de formater la valeur totale du prix de paiement, le prix de réservation plutôt. Donc, on met normal format, ainsi de suite, et vous ajoutez simplement 6 total amount, voilà, le montant total, on met ça en décimal 2, voilà, c'est tout. On ajoute ça maintenant avec currency, si c'est en USD, c'est-à-dire en dollars, ou bien en euros, en francs CFA, tout ce que vous voulez. Donc, vous ajoutez ça ici, le currency, c'est tout. Et ça va, donc, il suffit simplement d'appeler sur le modèle booking, il faut appeler simplement la méthode get formatted total attribute et ça va renvoyer de manière formatée plutôt de façon de formater décimale, de chiffres après la virgule, le montant total de réservation. Voilà, et ça va ajouter simplement ici. C'est très important ce type de ascenseur. Ça dit ça nous empêche de chaque fois, lorsqu'on va commencer par manipuler nos contrôleurs, tous ces trucs-là, ou bien dans les vues, de vouloir ajouter certaines manipulations gauche. Voilà. Et ça, comment on appelle ça? Ça va rendre beaucoup plus épuré et nos vues, nos différents contrôles. C'est pourquoi on permet de définir ces ascenseurs sur ce truc-là. Parce que l'idée de ce projet, c'est de montrer comment vous allez faire les choses de façon beaucoup plus pro. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, après, maintenant, il y a ce qu'on appelle des méthodes business. Des méthodes business. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des méthodes business. Donc, on appelle ça des méthodes business. Donc, les méthodes business. D'autres l'appellent le méthode métier. Voilà, méthode business. Voilà, les méthodes business, c'est quoi? Leur rôle, c'est quoi? Je vais vous expliquer rapidement. Les méthodes business, leur rôle, c'est de, comment on appelle ça, définir des méthodes qui vont permettre de générer certaines choses. Voilà. Par exemple, maintenant, ceci, ça permet de générer un numéro de réservation unique. Ceci. Donc, generate booking number, cette méthode-là, ça permet de générer un numéro de réservation unique. Son rôle, c'est de créer un identifiant unique pour chaque réservation. Voilà, l'identifiant dont je vous ai parlé. Le format, je vous avais déjà montré ça en haut. Voilà. Donc, l'utilisation, on peut l'appeler automatiquement lors de la création. Voilà, on peut l'appeler automatiquement. Pour le faire, il y a une méthode qu'on appelle la méthode boot. Voilà, que j'ai définie en bas ici. Donc, je reviendrai. Boot ici. C'est une méthode qui s'appelle automatiquement lors de la création d'un booking, d'une réservation. Voilà. Là, maintenant, cette méthode qui est méthode business, méthode métier, on peut l'utiliser. Générer ceci. Voilà. C'est tout. On peut aussi, cette méthode peut permettre aussi de retrouver une réservation sans connaître l'identifiant. Voilà. Si vous envoyez simplement, si la personne fait la réservation, vous lui donnez ce numéro, vous pouvez l'envoyer ça par mail ou directement sur votre plateforme, il prend ça, il garde ça. C'est son numéro de réservation. Et ça peut lui permettre de revenir, de filtrer, ou d'envoyer ça à celui à qui il a réservé pour que la personne puisse retrouver cette réservation. Voilà, non? Donc, voilà, il l'utiliser dans les emails de confirmation. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, ici, pour le faire, cette méthode, qu'est-ce que ça fait? On prend maintenant l'attribut booking number sur notre réservation. On ajoute BK et je prends la date
Ça dit l'année dans laquelle nous sommes. Je prends l'année. Si c'est 2025, 2024, je prends ça, j'attends un tiret et je crée maintenant un random ici. Donc, string to upper. Je mets ça en majuscule. Voilà. Et je mets un random ici, string random, longueur 8. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, une fois que je fais ça, je le renvoie. Vous voyez, c'est très simple à faire. C'est très simple. Voilà. Je crée encore une autre méthode ici, la méthode confirme. La méthode confirme, cette méthode, c'est une méthode qui sera appelée lors de la confirmation de réservation. Ça permet de confirmer la réservation. Voilà. Son rôle, c'est de valider définitivement la réservation. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mettre? Ça permet de changer, par exemple, on peut utiliser pour changer le statut à confirmed, les actions qu'on va exécuter. Donc, on utilise ça, quelles sont les actions que cette méthode exécute. On peut l'utiliser pour changer, par exemple, le statut à confirmed. Vous voyez? On peut aussi permettre ça, l'utiliser aussi pour enregistrer la date de confirmation. Et ça permet aussi de mettre à jour le compteur de participants de l'événement. Aussi simple que ça. Donc, on peut l'utiliser après le paiement réussi, bien la validation annuelle, manuelle plutôt par l'organisateur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la méthode update. Update sur notre réservation. Et dans update, on change le statut en confirming et la confirme à la date à l'instant auquel nous sommes en train de confirmer la réservation. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on va incrémenter le nombre de participants de l'événement. C'est tout. Donc, pour l'incrémenter ça, on appelle sur l'événement la méthode increment intended. Cette méthode, en tout cas, si on ne l'a pas créée, on va la créer. Je pense qu'on l'a déjà créée. Dans le cas contraire, on va le faire. Voilà. On va le faire. On va revenir là-dessus. Donc, on appelle ceci et ça permet d'incrémenter ça. Voilà. Et on ajoute la quantité. Aussi simple que ça. Voilà. On va recréer cette méthode. Voilà. Après ça, maintenant, on fait la même chose pour annuler. Ceci aussi fait la même chose. Voilà. Pour annuler une réservation. Donc, pas l'utilisateur ou l'organisateur. Hein. Donc, et les actions, les différentes actions que ça effectue, et ça change le statut à cancelled. Voilà. Donc, update, on change le statut à cancelled. Voilà. Ça enregistre la date et heure d'annulation avec ceci. Voilà. Et ça libère les places si la réservation était confirmée. Donc, voilà. On va décrémenter, c'est tout. Donc, pour faire ça, on décrémente le nombre de participants de l'événement. Donc, seulement si la réservation était confirmée, on vérifie le statut d'abord, si c'est incrémenté, et on décrémente, si c'est confirmé plutôt, on décrémente this event, decrement attended, et avec la quantité. C'est tout. Donc, on peut l'utiliser pour lors de l'annulation par utilisateur ou lors de l'annulation par l'organisateur. Aussi simple que ça. Vous voyez? C'est tout. Voilà. Donc, ici, maintenant, on fait la même chose ici, refund. Refund, ici, c'est lors de remboursement. Voilà. Lors de remboursement, ici, on change le statut à refunded, le statut du paiement à refunded et la date aussi, c'est tout. Et on décrémente le nom de participants de l'événement. Donc, une fois que l'événement est confirmé, et puis on fait ça. Aussi simple que ça. Même chose. Avec la méthode decrement attended qu'on va créer, on va ajouter sur l'événement, sur le modèle event très bientôt. Voilà. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est la méthode boot. C'est-à-dire quoi? L'événement du cycle de vie du modèle. Voilà. Donc, on va venir ici. C'est très important cette méthode et garder le truc là. Donc, on met ici boot méthode. Boot méthode, ça permet de faire quoi? Ça permet très simplement. Donc, on met ici événement du cycle de vie du modèle. Voilà. Donc, quel est son rôle? Son rôle, c'est quoi? Je mets ici rôle. Ici. Donc, ça permet simplement de définir, vous voyez, ça permet de définir les actions automatiques lors des opérations sur le modèle. Donc, et lors des opérations, ça peut être création, tout ce truc, c'est pas création seule. Donc, ça permet de définir des actions, voilà, automatiques. C'est très important. Donc, Laravel est tellement génial que je l'adore, sans vous mentir. Je l'adore énormément. Donc, lors des opérations, voilà, des opérations sur le modèle. Voilà. Donc, ça va définir les actions automatiques lors d'événements sur le truc là. Par exemple, premier événement qui va se passer, si je parle d'événement, je ne suis pas en train de parler de l'événement que nous jouons, je parle d'événement en termes global. Voilà, les actions automatiques, quoi. Donc, premier événement, ici, je mets ici, événement. Deux points. Oh, j'oublie pas ça.
il y a l'événement creating. Voilà. C'est un événement qui se déclenche juste avant l'insertion dans la base de données. Voilà, avant l'insertion de la base de données. C'est tout. Voilà, et ça génère automatiquement le booking number si on n'a pas fourni ça. L'avantage, c'est que plus on n'a plus besoin d'appeler manuellement generate booking number qu'on a défini en haut ici. On n'a plus besoin de l'appeler manuellement. Oui, c'est l'avantage ça. Et ça garantit qu'aucune réservation n'est créée sans le numéro. Parce qu'on peut oublier d'appeler la méthode generate booking number. Voilà. Donc, l'exemple d'usage, c'est lorsque, par exemple, maintenant, je ne sais pas, je mets l'exemple d'usage ici. Voilà. Donc, je mets ici exemple d'usage. Que puisse voir. Et je peux venir là, simplement. On peut faire ceci. Voilà. Je mets $booking, toujours, on connaît ça. Et là, maintenant, lorsqu'on appelle create l'ordre d'assignation en masse, on peut directement venir ici, voilà, echo booking, number qui va générer automatiquement. Voilà. Et le numéro que ça va générer, ça sera quelque chose de BK, voilà, quelque chose comme ça. C'est tout. Pour faire ça, vous écrivez, vous faites protect statique. C'est une méthode statique que vous créez et vous nommez ça boot. Voilà. La méthode boot, on fait un appel obligatoire du boot parent. Donc, on met parent boot. C'est comme si lorsque vous êtes dans d'autres cas comme Java ou bien tout ça, où vous faites SOPA, deux points, quelque chose. Donc, ici, on fait un appel obligatoire du boot parent. C'est tout. Donc, parent, deux points, boot. On est d'accord? Donc, une fois que vous faites ça maintenant, on fait ce qu'on appelle, on déclenche maintenant l'événement. Donc, creating. Donc, creating déclenche avant l'insertion dans la base de données. On le fait. Voilà. Donc, comment on fait ça? On vérifie si le booking est vide. Voilà. Si le booking number est vide. Voilà. Parce qu'il faut le faire uniquement lorsque c'est vide. Si oui, on le génère automatiquement. Sinon, on garde la valeur fournie. Et cette vérification permet de fournir manuellement le booking number. Voilà. Si nécessaire. Par exemple, lors de migration de données. Donc, on vient ici, vous mettez statique. Deux points created. Et vous lui donnez un truc là, un callback. Méthode anonyme que vous passez en paramètre, un callback. Et il vérifie d'abord si c'est nul, si ça n'existe pas. Si c'est nul, on appelle ceci manuellement. Et c'est tout. C'est une méthode, c'est très important. Vous le faites comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu la gestion de booking. C'est pourquoi j'avais dit que le modèle booking, c'est le modèle le plus compliqué des choses. Ça. Donc, il y a l'événement aussi, bien sûr, qui est compliqué, pas autant que booking. Selon moi, c'est relatif. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'on a fait. Donc, rapidement, si on retourne en haut, le rôle des méthodes, on a créé des query scopes. On a créé par exemple scope confirming. Voilà. Et on avait dit que scope confirming, ça permet de faire quoi? Ça permet simplement de filtrer les réservations confirmées. C'est ce qu'on avait dit ça. On permet de filtrer les réservations confirmées. Je retourne en haut ici. Ça permet de filtrer les réservations confirmées. On a scope pending qui filtre les réservations en attente. Donc les scopes, c'est pour faire les filtres. En attente, on a scope cancellé qui permet de filtrer les réservations annulées et scope paid qui permet de filtrer des réservations payées. On a des assesseurs, attributs, on a des attributs calculés. On a par exemple get stated badge attribut qui retourne une couleur bootstrap selon le statut. On a par exemple aussi get formatter total attribute aussi qui permet de formater le prix. Le formate le prix avec une devise quoi. C'est tout. Voilà. On peut par exemple 150.0 euros. Par exemple, 0.00 euros. Voilà. Ça, c'est. On a maintenant les relations éloquentes. Les relations éloquentes, on a user, event, ces relations générales définies en haut. Ça, c'est des relations, ça. Voilà. Et après, maintenant, nous avons les points importants. Bon, je dis qu'on a maintenant les méthodes business que j'ai expliquées dernièrement. Maintenant, on a tous les modèles ici. Booking, catégorie, even user. On a tous les modèles. On va compléter certaines relations. On va faire la mise à jour maintenant du modèle user. Je reviens par exemple sur user. On va ajouter certains types de relations qui sont manquantes sur user.
Voilà, je reviens ici sur user, ici. Après la fonction, tout ça, la casque qui est ici, qu'est-ce que je fais? Je mets ici, je peux définir une méthode. Voilà. On a certaines méthodes ici. Voilà, user, on peut récupérer les événements que le user a créés, par exemple, une relation qui permet de récupérer les réactions que les événements que le user a créés. Donc, le user peut créer un événement. Donc, un événement, c'est une relation one-to-many, un ou plusieurs événements. Donc, un utilisateur peut créer un ou plusieurs événements. Donc, on a l'événement créé. La relation, c'est événement créé. On va récupérer les événements créés par l'user. Voilà, créé. C'est une relation de type one-to-many. One-to-many, parce qu'un utilisateur crée plusieurs événements. Voilà, c'est un organisateur. Donc, et on peut rapidement créer cette relation. Donc, public function. Je peux nommer ça event tout court. Hein. Mais ce que je fais ici, pour être je fais un peu de fantaisie, je vais nommer ça create. Peu importe comment vous nommez ça, c'est pas ça qui est le problème. Le plus important, c'est de savoir ce que vous allez faire. Et là, on fait un return. Voilà, return $this. Et on a ici has many. Voilà, un utilisateur a plusieurs événements, has many. Et ici, plusieurs quoi? Événements. Donc, je mets ici event. Et c'est une classe et foreign qui c'est organizer ID. C'est tout. Voilà. On peut faire ça. D'autres relations, par exemple, qu'on peut aussi, il y a la relation de réservation aussi. Un utilisateur peut réserver un ou plusieurs événements. On sait ça très bien. Donc, c'est la même type de relation que truc là, que la relation passée. On a, par exemple, la relation one-to-many. Voilà, exactement comme ce que nous avons. Donc, on peut utiliser ici, on peut créer ça, booking. Donc, il peut venir ici. On peut récupérer les réactions faites par l'utilisateur. Donc, la méthode booking. Et la méthode booking ici, on peut le définir. Voilà. Donc, ici, on peut le définir. Bien sûr, vous pouvez définir les types de retour. Hein. Ici, si vous voulez, hein, je peux venir ici, je peux mettre 2 points ici, has many. Personne ne m'empêche de faire ça. Voilà. Donc, ça, c'est eloquent relation. Voilà. Has many, je peux faire ça si je veux. Allez, moi, je vais vider ça, mais je peux faire ça. Ça, ce n'est pas un problème. La PHP permet de définir les types de retour sur des méthodes. Donc, ici, concernant booting, un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations, un ou plusieurs réservations. Voilà. Du coup, on a aussi la relation one-to-many, un à plusieurs, has many, et on définit ici, c'est booking, et je vais définir le foreign key. Le foreign key ici, c'est user ID. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, on peut définir aussi d'autres méthodes helper à ajouter si nécessaire. Hein. On va ajouter d'autres méthodes. Après, peut-être, on va en revenir là-dessus. On peut ajouter d'autres méthodes si nécessaire. On peut ajouter des méthodes pour vérifier si un utilisateur est un admin, pour vérifier si un utilisateur est un organisateur, ainsi de suite. On peut ajouter toutes ces méthodes-là si nous voulons. Bien sûr que c'est permis. Voyez, non, directement. Ça sera des méthodes helper. Bien sûr qu'on ne va pas le faire pour le moment. Donc, on va venir maintenant sur le modèle event. On avait déjà défini certaines relations. La relation, il y avait la relation organizer qu'on avait définie, qui est ici, voilà. Organizer qui sont déjà définis, booking aussi, catégorie aussi, voilà. Mais il y a organizer, il y a catégorie, on n'avait pas fait le booking, voilà. On n'avait pas fait ça. J'avais défini ça, si je me rappelle très bien, mais j'avais dit que je vais revenir. J'avais fait d'abord les assesseurs.
Donc, cette relation ici, je peux le prendre en même temps et je peux le définir ici. Voilà, donc on va récupérer des réservations faites sur un événement. Voilà, on peut faire ça. Donc, on peut compléter d'autres relations qui sont des relations spécialisées. Excusez-moi, des relations spécialisées. Par exemple de relation confirmée, je peux créer par une relation de réservation. Donc, je peux mettre ici relation et pour récupérer les réservations confirmées uniquement. Donc, récupérer les réservations confirmées uniquement, quoi. Voilà. Donc, pour ça, que je vais faire ici, je vais créer ici une méthode public function. Et on peut nommer ça confirm bookings. Voilà. Et ça, je peux faire return. $this. Et ça sera maintenant has many. Bien sûr, vous connaissez ça déjà. Voilà. Et on va appeler le booking. Et where, c'est quoi? Le statut égale à confirming. C'est tout. Donc, on récupère uniquement des réservations dont les statuts sont égales à confirmer. Aussi simple que ça. Voilà. Bon, ça permet au fait, c'est comme un raccourci pour ne pas écrire, par exemple, pour ne pas écrire ceci. Je vais juste mettre ça, je vais effacer ça. C'est un raccourci quoi, pour ne pas écrire sur le truc là, la where, voilà, statut égale à confirmer partout quoi, pour ne pas écrire ça partout. Donc on appelle ceci simplement et ça fait le travail. Donc c'est juste un raccourci, c'est tout. On peut créer encore un autre type de relation. Par exemple, la relation pour les participants, les users quoi, via la table et booking qu'on peut considérer comme la table pivot. Voilà. Alors, c'est une relation many to many. On va créer ça. Je vais même faire tout là parce que ça sera beaucoup plus complexe pour vous. Donc, je mets ici relation. Deux points. Les participants qui sont bien sûr des users. Voilà. Via la table booking, qu'on va considérer comme la table pivot. Voilà. Parce que relation many to many a toujours un table pivot. Donc, le type, c'est many to many. Voilà. C'est une relation many to many. Et cette relation, on utilise la méthode belongs. Voilà. Belongs to many. Voilà. C'est tout. Belongs to many. Voilà. Donc, je vais peut-être écrire l'explication pour vous. Ici, genre, un événement peut avoir plusieurs participants. Voilà, un événement peut avoir plusieurs participants. On est d'accord? Un événement peut avoir plusieurs participants, mais un utilisateur peut participer à plusieurs événements. Voilà. Et maintenant, on a ici la table pivot. On a ici table pivot. Deux points, c'est bookings. Et sur le bookings, donc on met ici bookings. Ça contient quoi? Event ID et user ID, les deux. Donc, event ID et user ID. On est d'accord? Booking a event ID et user ID. La table booking. On avait déjà défini. Donc, ici, maintenant, on a quoi? Une personne peut faire plusieurs réservations sur plusieurs événements et un événement peut avoir plusieurs participants à la fois. Donc, la relation qui lie un utilisateur à un événement, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Many to many. C'est pourquoi on utilise belongs to many. C'est beaucoup plus complexe au fait. Voilà. Mais la Ravel nous rend ça beaucoup plus simple. Si on devrait faire ça avec du PHP classique, c'est un peu complexe. Voilà. Pas aussi que ça. C'est relatif, bien sûr. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose ici qu'on appelle, et je vais vous montrer une méthode ici, on appelle with pivot. With pivot, voilà.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça récupère simplement des colonnes, voyons, donc des colonnes supplémentaires, quoi. De la table pivot, voilà. Et il y a aussi, par exemple, la méthode Weave, timestamp. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gère create at et update at dans la table pivot, quoi. Vous voyez? Donc, ça permet d'inclure simplement create at et update at dans la table pivot. Le souci, c'est on va demander dans quel cas on peut utiliser ça. Donc, dans quel cas? Je peux mettre utilisation. Dans quel cas? Par exemple, lorsqu'on fait for each, par exemple, je vais utiliser for each. Donc, for each. Donc, lorsqu'on fait for each et sur les participants, voilà. Ici, les participants, c'est attended. As user, lorsqu'on fait ça, et ce qu'on peut faire ici, je peux mettre, par exemple, on peut mettre echo username, voilà. Donc, echo $user name. Ça, c'est le nom du participant. Voilà. On peut aussi utiliser, par exemple, ici, pour afficher user, et je peux mettre ici pivot. Donc, on appelle pivot. On appelle pivot, et on peut appeler le quantity, par exemple. Voilà. Quantity, qui est le nombre au fait de places réservées. Voilà. On peut faire ça sur beaucoup de choses. Par exemple, total amount. On peut faire la même chose sur total amount. Donc, je peux mettre ici echo. Ici, faire ici total amount. Voilà, montant total payé. Ainsi de suite. Donc, on peut faire un for each comme ça sur ça pour afficher des trucs. Voilà. Donc, la méthode ici, ça s'appelle attended. Parce que j'ai un event attended. Donc, je peux venir là. Je peux venir ici public. Function attended. Voilà. Et voici comment on fait. Donc, on met return ici, dans la this, et on met belongs to many. Et à ce belongs to many, on met ici user, de point, classe. Et là, maintenant, on met ici bookings. Voilà. Mais on va utiliser ça with pivot. Donc, on vient là. Ici, d'abord, c'est this. Donc, ici, je mets ici with. Et on lui passe maintenant les colonnes sous forme de tableau. Et ces colonnes, on va mettre ici le quantity. Je ne vais pas mettre tout. Après, si vous voulez, vous ajouter autant que vous voulez. Moi, c'est en fonction de ce que je vais utiliser dans mes trucs là. Je peux mettre ici quantity total amount. Après, je peux ajouter aussi peut-être le statut. Voilà. Et après ça, j'ai ajouté with timestamp. Et c'est fini. C'est tout. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué les deux with pivot et du with timestamp. With pivot récupère les colonnes supplémentaires de la table. Voilà. Colonnes qui sont ici. Et le timestamp inclut creator at et update at. Aussi simple que ça. C'est pas aussi compliqué que ça à faire, surtout si vous faites du Laravel. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Vous voyez? C'est tout. Donc voilà un peu ces relations qui sont des relations spécialisées qu'on va ajouter. Maintenant, ça reste maintenant les méthodes utilitaires. N'oubliez pas, lorsqu'on est sur Booking, on avait appelé des méthodes comme increment. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. Les increment attended, qu'on avait appelé sur Even, mais on ne les avait pas définis. Donc il faut qu'on les définisse. Donc, ce sont des méthodes utilitaires qu'on va définir rapidement. Donc, je viens là, je mets méthode utilitaire. Voilà.
On appelle ça aussi du business logic. Voilà. Donc, la première méthode, c'est public function. Et c'est ce qu'on avait pris là-bas. Donc, increment intended. Pour le moment, on met la quantité à 1. On sait qu'une réservation, on a au minimum une quantité, une place. Au minimum pour une réservation, sinon ce n'est plus une réservation. On est d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On vient ici, on met ici this. Et on appelle increment. Et dans la colonne ici, on ajoute ici currents attended, on ajoute maintenant le quantity. C'est tout. On fait la même chose, exactement la même chose pour decrement. Donc, au lieu de increment, on met ici decrement. Voilà. La même chose, on passe la quantité à 1 et on tue ici decrement. Voilà. Aussi simple que ça. Ici aussi, à l'instar du modèle Booking, on peut aussi ajouter des scopes. Voilà, on peut aussi ajouter des scopes ici. Voilà, des query scopes. Donc, ce que je vais faire ici avant d'ajouter des query scopes, je vais venir ici, je vais ajouter des méthodes utilitaires là, complètement en bas des accessoires que j'avais déjà mis ici. Donc, je vais venir là, je vais le couper, je vais coller là. Et ce qu'on va faire ici, on va essayer ici, en bas de ces accessoires, je vais ajouter ce qu'on appelle au fait des scopes, les query scopes. Voilà. Donc, je viens ici, je mets ici query scope. Vous savez, les query scopes, on a déjà défini ça. Donc, on a dit que c'est des filtres réutilisables, pas des requêtes éloquentes. On est d'accord? Voilà. Donc, ici, on va utiliser test scope pour encapsuler des conditions SQL complexes dans des méthodes réutilisables. C'est tout. Donc, son rôle les scopes ils permettent simplement d'encapsuler. Voilà. D'encapsuler des conditions SQL complexes. Mais très courantes dans nos utilisations, voilà, très courantes, très utilisées ou bien courantes. Voilà. On va les encapsuler dans quoi? Dans des méthodes. Voilà. Des méthodes réutilisables. Et qu'on peut chaîner, voilà. Et chaînable, on peut chaîner. Voilà. Donc, si, écoutez, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, on met comme ça, on met event, alors sur un événement, on met event, voilà, on appelle publish, on met ici published. Voilà, on fait ça, bien sûr. On vient là, on met à venir, donc upcoming. Voilà. Les événements à venir qui sont dans le futur. Donc upcoming. Et j'essaie de dire, par exemple, upcoming à Cotonou, par exemple. Donc je mets ici in city. Voilà. Et je mets ici, par exemple, Cotonou. Voilà. Je mets ça, par exemple. Et je mets get là-dessus. Si je fais ça, regardez par exemple le SQL que ça peut générer. Voilà, SQL que ça peut générer. Voilà. Ça peut générer quelque chose comme ça, ça peut générer comme select. Voilà, donc on aura select from event. Et ici, on va mettre ici well started and published. Voilà. Et un state date supérieure à now, actuellement, la date courante à laquelle nous sommes actuellement. Voilà. Et le CD égale Cotonou. Sauf que il faut ajouter l'échappatoire ici. Donc, un city, on ne va pas mettre CD égal. On va mettre city like. Par exemple, voilà. Like. Et là, maintenant, on va utiliser ici, on met pourcentage ici. Like Cotonou. Voilà. Donc, select every from where started and CC and CC. Voilà.
C'est déjà beaucoup plus long. Et c'est pour ça qu'on va générer un scope maintenant. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer ici, donc on vient là, on va faire le premier scope, notre premier scope, ça va permettre de faire tout là, de générer un événement, ben des événements, on va récupérer, ça permet de récupérer des événements publiés uniquement. Voilà. Voilà. Et du coup, au lieu de faire tout ce truc, on peut juste faire event, publish it, get. Très simple. Et ça va récupérer tous les événements publiés. C'est tout. Voilà. On peut aussi, par exemple, faire ceci pour compter les événements. On peut faire, par exemple, event, publish it. Et on peut mettre ici, par exemple, count. Voilà. Et ça va nous permettre de compter les publiés, les événements publiés. Voilà. On peut utiliser ça pour faire ça. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais venir ici, je vais créer une fonction qui fait ça. Donc, je mets ici public function. Et le scope, ça fait publish it. On va lui passer le query. Et on met ici where status and publish it. Ça, c'est un scope, ça. On peut faire encore un autre scope, par exemple. On peut faire un autre scope ici. Je vais juste copier ça. Et je vais générer, par exemple, un scope. Donc, et j'ai fait ici le scope. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de récupérer, bien sûr, des événements à venir dont les dates sont dans le futur. Voilà, date dans le futur. C'est-à-dire, la date est supérieure à now, donc les dates qui sont dans le futur. Pour ça, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va copier ça, on va nommer ça scope. Au lieu d'utiliser published, on va utiliser ici upcoming. Voilà, upcoming, comme ça. Voilà. Un seul M. Et ici, on va utiliser ici start date. Donc, start date, notre start date doit être supérieur. Donc, en deuxième paramètre, on met ici supérieur, greater than, et on va mettre ici now tout court. Donc, ici, on va utiliser la fonction now. Voilà. Et ça va récupérer déjà, au lieu que nous allons écrire une requête longue dans le truc là, qu'est-ce que je fous ici? Voilà. Au lieu que nous allons ajouter une requête très longue, nous allons juste appeler cette méthode et lui va nous récupérer les choses. Donc, c'est ça l'usage des scopes. Au lieu de faire ceci chaque fois partout, il suffit simplement de le définir ici et nous allons l'utiliser partout, juste en appelant scope. Au lieu de passer la requête. C'est tout. Aussi simple que ça. Vous voyez? C'est ça l'avantage des scopes. On peut aussi créer, par exemple, un autre scope ici. Je donne un exemple ici. Un autre scope. Allez, pour faire quoi? Pour des événements mis en avant ou bien des événements à la une. Donc, je vais ici pour les événements à la une. Voilà, donc les événements mis en avant, par exemple. Voilà, des événements mis en avant. Voilà, et on peut venir ici, je vais créer aussi cette méthode et je mets ça scope feature. Donc, je mets ici feature. Voilà, featured. Et ici, simplement, on va essayer d'appeler simplement l'attribut is featured. Voilà. Et ici, la valeur sera true. Aussi simple que ça. C'est tout. Donc, on peut essayer aussi de créer d'autres scopes. Par exemple, on peut créer, allez, quel scope on peut encore créer maintenant? On peut créer un scope pour filtrer par ville, c'est-à-dire pour faire des filtres. Donc, je peux mettre ici scope de points pour filtrer par ville. Donc, ça, c'est des recherches partielles. Pour ça, je peux venir ici, je peux créer le scope ici, et ici, d'abord, featured, il faut que j'utilise lower complex case. Je viens là, je peux mettre ici in, c'est pas trop. Bon, filtrer par ville, donc in CD. Voilà, in CD. In CD comme l'exemple que j'ai donné en haut ici. Voilà. Donc, j'avais donné ça quelque part ici. Voilà, in CD. Voilà. Donc, on peut chaîner ici, c'est une chaîne, on appelle oncoming, on appelle aussi in CD, on appelle published. Donc, il y a published, oncoming, featured,
in CD, voilà. Donc c'est comme ça, on chaîne ça. Vous allez chaîner ça et vous mettez get à la fin. Donc ici, in CD aussi, on peut ici ajouter après le query le CD. Voilà. Donc la ville. Et ici, je peux mettre where city like. On peut mettre ici like. Donc et comme. Et on ajoute maintenant le CD ici. C'est tout. On le fait comme ça. Soit on le fait comme ça, on peut le faire aussi de façon très simple. On peut venir ici, petit double quote ici. Je mets ici double quote. Et là, j'enlève ceci. Si je ne veux pas faire de la concaténation. Sinon, la concaténation, elle est correcte. La concaténation qu'on a fait tout à l'heure, elle est correcte. Je peux aussi faire comme ça pour utiliser des fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités du PHP. Voilà. On peut faire ça comme ça. On peut aussi créer, par exemple, un scope pour, je ne sais pas, pour filtrer par catégorie, par exemple. Donc, je mets ici scope, filtrer par catégorie. Et pour ça, je vais venir là, et je mets une fonction ici, et je mets ici in catégorie. Et là, on ajoute ici en deuxième paramètre la catégorie ID. Et ici, on va mettre simplement catégorie ID. Voilà. On met ici dans la catégorie ID. Aussi simple que ça. C'est tout. On peut créer par exemple le scope pour les événements en attente. Rapidement, je vais créer ça. Je vais créer la possibilité des scopes qui restent. Je vais vous expliquer ça rapidement. Donc, après le scope in catégorie, on peut acheter un scope, par exemple, scope pending. C'est ça pour récupérer les événements en attente de validation. Par exemple, on peut aussi créer un scope pour récupérer des événements rejetés. Voilà, query scope pour récupérer des événements rejetés. Donc, ici, simplement, c'est de faire where, status, et puis reject. Voilà, c'est tout. Par exemple, aussi des scopes pour récupérer des événements qui sont des événements brouillons, les drafts. Même chose ici, scope drafts, query where, status égal. C'est pas compliqué. Une fois que vous avez cerné simplement, la procédure, c'est fini. Maintenant, les scopes qui sont un peu trucs là, c'est les scopes pour filtrer par fourchette de prix. Vous voyez, pour filtrer par fourchette de prix. Là, vous allez donner des paramètres. Le prix minimum et le prix maximum. Voilà. Le prix minimum et le prix maximum, ça permet de filtrer par fourchette de prix pour savoir dans quel budget vous êtes, quel événement pouvait vous correspondre. Voilà. Donc, on peut l'usage ici, j'ai mis scope in price range. Par exemple, pour l'utiliser, il suffit simplement de placer ce even in price range et de mettre votre truc là. Donc, entre 10 et 50 euros, par exemple, mais $50, ça va dépendre de currency, de la devise, au fait. Voilà. Ou bien, entre au moins 10, c'est-à-dire entre 10 et l'infini, nul, ça fait infini, mais au maximum, au plus 50, donc entre 0 jusqu'à 100, donc au maximum, ce que votre budget ne dépasse pas. Voilà, donc pour faire ça simplement ici, vous venez ici, scope in price range, vous passez le query, c'est le premier paramètre, bien d'accord, il y a le minimum et le maximum. Voilà, donc ici simplement, vous dites simplement, si minimum est différent de nul, alors on fait comme ça, where price greater or equal dans ceci, le minimum. Donc, au minimum, ça est supérieur ou égal à. Et ici, si on passe aussi le maximum, on utilise ici toujours where price lower or equal dans, ça veut dire quoi? Inférieur ou égal à. On retourne le query. C'est aussi simple que ça. On peut faire ça avec ceci. Maintenant, ici, pour les recherches du multi-champ. Voilà, rechercher dans title, description, tout ce que vous voulez. Donc, on fait des recherches sur plusieurs champs à la fois. Voilà. Donc, l'utilisation, l'usage là, on va faire peut-être, je l'ai nommé, j'ai écrit ça, j'ai nommé ça, scope search. Donc, on peut appeler search. Et on lui passe maintenant les informations. Donc, on peut dire, par exemple, on veut trouver jazz dans n'importe quel champ. Donc, ici, search, on met ceci. Il suffit d'appeler search et d'appeler maintenant le thème de recherche qui est ici. Voilà, le thème de recherche. Bien, donc pour l'appeler ici, donc on met deux points de point, le nom du scope, c'est-à-dire search, on passe le thème de la recherche et c'est tout. Voilà. Donc, bon, c'est le SQL que ça va générer en arrière ça. J'ai mis ça simplement pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, la fonction ouais, créer un groupe avec parenthèse, voilà. Je dis ça évite des bugs si on ajoute d'autres conditions après. Voilà, c'est tout. Par exemple, condition comme published. Ça peut fonctionner, vous pouvez enchaîner ça.
Ça peut marcher très bien. Et comment ça fonctionne? On met where. On passe maintenant une fonction anonyme. Et dans where, on prend le query. Voilà. Et ici, on utilise le slash à l'extérieur ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Sur chaque query, on met where, le titre like ceci, ou bien la description égale. Donc, on peut faire recherche sur plusieurs champs. Soit dans le titre, dans la description, dans le city, dans venue name. C'est tout. Aussi simple que ça. Vous voyez? On chaîne ça avec les or where. Au lieu de faire ça chaque fois, vous allez faire ça ici une fois et c'est tout. Voilà. Et après, maintenant, on laisse les méthodes. Donc, voilà quelques-unes des scopes que je peux ajouter. Après, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, on va encore faire d'autres choses. On va ajouter d'autres fonctionnalités, d'autres méthodes ici, d'autres scopes, d'autres méthodes utilitaires, tout ce que nous voulons. Voilà. De ce que je vais faire ici, je vais passer, par exemple, aux mises à jour aussi de la méthode de modèle catégorie. Donc, on vient au niveau du modèle catégorie ici. Voilà. On avait déjà les relations event et les relations active event. On va passer, par exemple, aux d'autres. Et comment on appelle ça? Réaction, par exemple. On peut faire ce qu'on appelle le route model binding. Voilà. Le route model binding. On peut aussi faire ça au niveau d'événements. Hein. C'est quoi le route method binding? Donc, je mets ici route model plutôt. Route model binding. Ça sert à quoi? Donc, ici, ça permet simplement d'utiliser par exemple, le route method binding. Vous savez, si vous faites des recherches, vous voulez récupérer une catégorie donnée, un modèle donné, voilà, événement, catégorie, tout ce truc-là. Vous allez récupérer ça grâce à son identifiant, ID. Mais ce n'est pas trop conseillé dans les applications modernes. Là, on peut utiliser ici le slug. Donc, on peut utiliser le slug au lieu de ID. Donc, ça permet ici d'utiliser le slug voilà, au lieu de ID. On est d'accord? Donc, voilà, on sait très bien que par défaut, là-bas, il utilise ID pour les route model binding. Voilà. Par exemple, le route model binding, et je vais vous montrer lorsque vous faites ici route. Attention. Je viens. Paf. Voilà. Lorsque vous faites ici, par exemple, vous faites ici route. Voilà. Le route, lorsque vous faites deux points, je mets ici. Lorsque je fais slash, par exemple, API, slash, catégorie, et puis, par exemple, catégorie. Et vous faites ici, on passe ici, vous mettez ça, vous mettez la catégorie. Voilà. Normalement, il va utiliser l'ID pour l'URL. Voilà. Il va utiliser l'ID pour l'URL. Avec une méthode qu'on va créer ici, on va nommer la méthode, donc je mets ici public function, et je vais nommer ça je vais mettre ça get route keyname, get route keyname, et le keyname, ça sera un slug, ça va envoyer un string bien sûr. On peut venir ici mettre deux points ici string. Voilà. Et tout pour dire ça renvoie une chaîne de caractères, le slug. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire. Et donc, au lieu qu'on utilise tout ça là, avec ceci, avec get root keyname, on utilise le slug à la place de ID. À la place de ID. Voilà. On utilise le slug. Donc, l'avantage, c'est que l'URL est plus lisible et SEO friendly. Voilà, non? Donc, SEO friendly. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle la meilleure UINST. C'est-à-dire l'utilisateur voit ce qu'il reconstruit et pas besoin de connaître les identifiants. Ce qui est d'ailleurs même pas conseillé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, et dans le contrôleur, si on veut mettre show, par exemple, maintenant on passe ça sort de slug qu'on va passer, ainsi de suite. Voilà, c'est que l'avantage de truc là. On peut faire ça aussi au niveau de event. Au niveau de event, je vais revenir là. Et je vais ajouter aussi une scope ici. Voilà, je vais ajouter une scope ici, en haut, ça. Donc, j'ajoute ici une query scope. Ici, le scope, ça sera quoi? Le scope ici, et ça sera le scope pour récupérer les catégories qui sont actives. Voilà, uniquement. Donc, ça permet de filtrer pour récupérer que des catégories visibles, les catégories is actives. Voilà.
Donc ici, je vais venir, ici on connaît déjà les scopes, je n'ai pas besoin de faire tout là. Donc je mets scope et comment on appelle ça? Scope active. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Where is active égale à true. Voilà. J'ajoute ce scope rapidement. Donc, et puis c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on doit faire là. Donc je reviens sur route model binding dont je suis en train de parler. Donc, au niveau d'événements, vous savez, vous n'avez pas besoin d'utiliser le structure pour utiliser ID. Comme l'événement, par exemple, maintenant, c'est au niveau de comment on appelle ça? Au niveau c'est pour les API, tous ces trucs-là. Je peux venir là, voyez, je peux venir là rapidement. On peut faire aussi cette méthode-là. Donc, je peux utiliser ceci. Je peux mettre ici public function, par exemple. Public function. Et je mets ici get route key name. Voilà. Et au niveau de get route key name, ici, simplement, je peux retourner ici le ID, simplement. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire ici, je vais vous dire simplement que on peut penser à changer ça après. On va continuer. Si on va changer ça, on saura. Donc, utiliser l'ID. Donc, on va utiliser l'ID au lieu du slug. Voilà, pour les API. Voilà. Voilà, on en revenu là. Donc, on va revenir. Donc, là, maintenant, j'ai terminé. On va s'arrêter là pour le moment. On va commencer maintenant avec les factories pour les données de test. Donc, une fois qu'on a terminé avec ceci, on peut fermer tout ça. On va commencer avec les factories. Voilà, on peut fermer tout ça. On revient ici. On fait comme ça. Et on vient au niveau du database. Et on part sur les factories. Voilà, les factories ici. Pour le moment, on a le user factory qui est là. Voilà. Donc, on a déjà ceci qui existe. On ne va pas recréer ça. C'est tout. Là, c'est déjà ceci qui existe. On peut créer des factories pour les autres modèles. Hein. Ça, c'est optionnel. Pour créer des factories, c'est très simple. Et la commande que vous tapez, c'est PHP artisan make. On met ici 2 points factory. Factory, ça veut dire industrie, comme le nom entend. Bon, factory, industrie en griffe. Voilà, ça dit une usine plutôt, usine, voilà, de fabrication. Donc c'est là on fabrique des données, bien sûr. Et par exemple, je peux mettre ici user factory ou bien catégorie, je ne sais pas, catégorie factory. Donc catégorie, voilà. Donc catégorie, par exemple ici, factory, voilà, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez ajouter le modèle avec le drapeau tiré-modèle. Voilà, et vous mettez égal le nom de modèle. Je peux mettre ici par exemple catégorie. Ça va créer notre factory pour ça. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Vous mettez entrée, ça va rentrer dans factory. Donc, on a déjà le user factory. Voilà. Donc, pour le user factory, on va essayer un peu de voir. On vient au niveau du fichier database, user factory, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, pour le moment, on n'a rien. Ce qu'on va faire, on va venir dans la méthode definition. Voilà. Oui, definition, on a le name, email qui est là. On a on verify tout ce qui est là. Pour le moment, on ne va pas utiliser ça. On ne va pas utiliser ça. Je vais vous expliquer pourquoi on ne va pas utiliser ça. On va aller directement sur les CIDEL. Voilà. Donc, et pour le moment, vous savez que, et comment on appelle ça? Le problème, l'architecture de réalisation des produits, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. On ne va pas créer de factory pour les autres modèles. Pourquoi? Parce que le projet utilise les CIDEL avec des données, on va utiliser des données fixes, plutôt que des données de factory. Pourquoi? Simplement, et on sait qu'il y a même données à chaque fois qu'on va taper PHP artisan 2B-SID. Voilà. Et c'est un démo prévisible, quoi. C'est-à-dire on aura des événements avec des noms et des dates spécifiques que nous-mêmes nous voulons. Je ne veux pas avoir des données factuelles, des données en l'air simplement, surtout lorsque je vais vouloir me faire truc là. Ça fait en sorte que les organisateurs liés aux bonnes catégories sont liés aux bonnes catégories et on a toujours. Parce que si on va utiliser des factories là maintenant, on va voir les trucs de façon tellement aléatoire que le test, ça va nous créer des problèmes. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas utiliser. Donc, je vais créer des relations garanties et puis des tests un peu plus reproductifs. Voilà, c'est tout. Donc, on aura toujours les mêmes idées, les mêmes relations. Voilà. Et donc, je vais vous conseiller d'utiliser les factories uniquement lorsque vous voulez faire des tests unitaires avec des données aléatoires ou bien la génération des gros volumes de données.
Ou bien, bon, vous êtes dans un environnement de développement avec beaucoup de variétés. Ici, on n'en est pas, ça n'en est pas le cas. Donc, vous savez comment faire les factories. Donc, on va pas. Exemple design, par exemple, vous voulez faire les factories maintenant, dans l'exemple design simplement. Et il suffit simplement de faire, par exemple, je vais venir dans README. Ici, je vais vous donner un exemple. Donc, il suffit simplement de venir, par exemple, sur user, je mets ici user, deux points factory, j'appelle la méthode factory comme ça, parenthèse, je dis, je vais générer par exemple 50 utilisateurs. C'est tout. Je fais ça et faire comme ça, create. Voilà. Méthode create comme ça. Et ça va se créer de façon automatique. Voilà. Donc, on peut aussi générer des événements aussi. Donc, on peut remplir ici par event. On va générer aussi les événements. Mais ici, nous, on va parler des seeders, particulièrement les seeders. Les seeders, c'est des données de démonstration. Voilà. La création des seeders. Donc, on va commencer maintenant avec la création des seeders au lieu d'utiliser les factories. Voilà. Si vous voulez utiliser des factories, vous les faites. Ce n'est pas un problème. Ouais. Ici, il n'y a pas encore, il n'y a que ce fichier de seeder qui est database seeder. On va utiliser ça après. Donc ici, je vais créer le seeder d'abord pour le user. Donc je mets ici PHP artisan. Voilà. Make seeder. Je vais donner le nom. Je vais mettre ici user seeder. Voilà. User seeder. Et je mets entrée. Ça va créer un seeder rapidement pour moi. Ici. Voilà. Donc ça crée user seeder. Je vais faire la même chose ici. Je vais créer un autre truc là. Je vais créer ici catégorie seeder. Donc je crée catégorie seeder. Je mets aussi entrée. Ça va créer aussi pour catégorie. Je crée un autre ici. Je vais mettre ici event user seeder plutôt. Voilà. Et maintenant, je vais créer aussi pour la réservation. Donc, booking seeder. Donc, on sait que database seeder existe déjà par défaut. Là, il n'y a pas de problème. Donc, les fichiers créés, voilà les fichiers. Booking, seeder, tout ce qu'il y a ici. Voilà. Et voilà par défaut ce qui est la méthode run, qui permet de run le database seed. Voilà. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et dans database seeder, on vient là. Et on va ajouter ici, au lieu d'utiliser ceci, on ne va pas faire ça comme ça. On vient dans la méthode run. Au lieu de faire comme ça, de créer des trucs pour des users, on va virer ça. On vire ceci, comme ça. Et on va appeler les autres dans run, dans la méthode, vous tenez dans la méthode run. Et vous appelez les autres seeders. Donc je mets ici this et call. Donc this, on va appeler la méthode call. Et cette méthode, son rôle, c'est d'appeler les autres seeders. Mais de les appeler dans le bon ordre. Pas l'indépendance ou bien la dépendance. D'abord, il y a user qui dépend d'aucun autre truc là, table. Donc, on appelle ici user seeder. Donc, ici, je ne veux pas d'auto l'importer. Voilà. Et je mets ici deux points, classe. Il faut être sûr que c'est importé. Voilà. C'est tout. Donc, depuis le modèle, ici, on appelle ce modèle qui est là. Et tout est parfait. Donc, user seeder. Voilà. Après ça, j'appelle maintenant catégorie. Donc, catégorie dépend de user, mais ne dépend d'aucune autre. Mais les autres qui sont en bas ne dépendent pas de lui, donc de cette table-là, d'elle plutôt. Donc, je mets ici catégorie seeder. Classe aussi. Après, maintenant, il y a l'événement. Voilà. Donc, dans cet ordre-là. L'événement seeder qui dépend de catégorie. Et après, maintenant, il y a le booking qui dépend de l'événement. Donc, il faut suivre cet ordre de dépendance. Voilà. Donc, booking. Et aussi, comme event seeder, on va aussi récupérer les relations. Ici, on va récupérer tous les users parce que c'est un utilisateur qui réserve, qui fait une réservation et aussi l'événement sur lequel on a réservé. Donc, je viens ici, je mets ici users ici et je mets là, j'appelle user. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier le modèle. Et je mets ici deux points, where. Et ici, la même chose ici. Donc, role égale à user get. Donc, on va récupérer tous les utilisateurs.
Et après ça aussi, on va récupérer aussi les événements. Donc, event. Et ici, on va récupérer juste uniquement des événements publiés. Donc, deux points, on va appeler ici la méthode publisher. Donc, get, c'est tout. Donc, ici, il faut aussi ce modèle. Et est-ce que cette méthode est déjà créée? Il faut vérifier. Voilà. Donc, on avait créé le scope. Ouais, n'oubliez pas ce scope-là. Scope published. Donc, on a déjà défini cette méthode-là. Donc, c'est tout. On a défini déjà vous avez vu maintenant l'importance de ce scope. C'est tout. Donc, on appelle published et ça va. Donc, là, maintenant, je vais créer maintenant des réservations de façon aléatoire. Voilà. Et là, je viens là. Et qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas compliqué. Je crée un tableau et dedans, je mets chaque réservation. Voilà. Première chose, c'est User ID. Donc, ce qu'on va faire simplement, on met ici User First ID. On prend le premier, quoi. On prend l'identifiant du premier utilisateur. Voilà. L'événement ID aussi, on met Event Where. Le title et on prend un truc là, bien sûr, un événement avec un titre donné. Donc, ici, il faut que l'événement existe ici, d'abord. Donc, ici, j'ai mes conférences web sur My Paris égale à tant. Et je mets First ID pour récupérer son identifiant. Voilà. Donc, je récupère l'identifiant de cet événement. Le premier événement que je trouve, dont son titre égale à ceci, je le prends. Je prends son identifiant. Et ici, est-ce qu'il y a un événement qui s'appelle conférence web? Bien sûr, on va regarder conférence web. Donc, il faut que ça soit forcément là. On va vérifier. Voilà, c'est là. Parfait. Donc, après ça, vous mettez quantity, ce que vous voulez. Attendee name, voilà, celui qui a réservé le nom, celui qui a l'adresse, celui qui a le phone number, le statut d'événement, on met confirmé. Le paiement statut, on va dire c'est payé. Le paiement méthode, il a payé par carte. On va générer un numéro ici. Voilà, on génère le numéro, le référence de paiement et on confirme. Confirme at now, c'est tout. Donc, voilà un peu les choses. Donc, on va auto-créer le numéro comment on appelle, de réservation. On a déjà créé une méthode qui fait ça. Donc, on s'en fiche. Donc, ici, aussi, on va prendre le user, on va sauter le premier truc que la user a trouvé. Parce qu'on a déjà pris son identifiant, on va prendre l'identifiant du suivant. Le titre aussi, Festival Jazz, il faut vérifier est-ce que ça existe d'abord. Et ça existe, très bien. Donc, on le fout dedans. Et la quantité, on met 2, tout ce que nous voulons ici. La deuxième chose, on va sauter ça 2. On va vérifier. Yoga, son ceci, est-ce que ça existe? On vérifie. Est-ce que ça existe? Avant d'utiliser ça. Ça existe très bien, donc on le prend. Voilà. On fait la même chose ici. User ici, c'est-à-dire on reprend la première personne qui est ici. Parce que n'oubliez pas la relation many to many qui existe entre la réservation et comment on appelle ça, et l'utilisateur. Donc l'utilisateur ici, on peut reprendre ça, tu peux faire plusieurs réservations. Donc on peut le prendre. Et maintenant là, le where, on prend le titre qui est ici, atelier, il faut que ça existe d'abord, et ça existe très bien, c'est tout. Parfait. Donc on prend la même chose, on ressaute encore, donc on reprend les mêmes utilisateurs, networking à un truc là, entrepreneuriat à Lyon. Donc il faut regarder, est-ce que c'est là, c'est là. Donc, ça, mais aussi, on a terminé. Et une fois qu'on a terminé, maintenant, il faut qu'on parcourt maintenant le tableau sur des événements. Donc, on va chercher l'événement avec l'identifiant qui est ici. Donc, on cherche l'événement dont on a passé son identifiant ici. Donc, on cherche l'événement dont son identifiant égale l'identifiant qui est sur la réservation. Une fois qu'on a cherché, on va ajouter ici maintenant Booking Data. Donc, on crée un tableau qu'on nomme Booking Data qui n'existait pas du tout. Et c'est un tableau associatif. Et on va mettre Unit Price, on va récupérer le prix de l'événement, le prix unité. Le total amount, on fait le prix fois maintenant la quantité qu'on a mis ici. N'oubliez pas ces calculs-là. Voilà, on fait ça. Une fois on fait ça maintenant, le currency, on récupère le currency sur ceci. Et après maintenant, on prend le booking maintenant et voilà, on le fout dedans, on crée ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, on parcourt ceci, on nomme ça Booking Data, on ajoute ces informations qui n'existaient pas. Donc, Unit Price, Total, Amount et Currency.
Et une fois qu'on a fait ça, on crée ça, on met à jour maintenant le nombre de participants pour la réservation. Donc, si le statut est confirmé, on appelle la méthode increment. Et n'oubliez pas, cette méthode, on l'avait créée ici. Voilà. C'est tout. On l'avait créée ici. Très, très important. Voilà. Donc, c'est tout. On ferme ça. Voilà. Et on augmente ça au niveau d'ici. On ajoute ici. Et tout est parfait. Quantity. Et on a terminé maintenant avec les seeders. Voilà. Une fois qu'on a terminé avec les seeders, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle l'exécution des seeders. Voilà. Et on va exécuter les commandes dans l'ordre. Voilà. Donc, on va venir ici. On espère qu'il n'y a pas d'erreur. Et vous tapez ici PHP artisan db2.seed. Voilà. Donc, on fait ça. Voilà. Et ça va commencer le running. D'abord, à partir de user seeder. Après, user category seeder. Et ici, il y a un problème ici. Donc, il dit quoi? Colonne not found. Donc, colonne description n'existe pas. Nous sommes au niveau de catégorie. Voilà. Donc, insert into category, on n'a pas de colonne qui s'appelle description. On va vérifier. Sûrement, ça doit être une erreur et on va vérifier rapidement. Ça, on ne peut pas refuser ce genre d'erreur. Ça vient toujours. Donc, description, on va venir voir. On va venir au niveau de migration. On va voir la table catégorie. Ah, voilà. Au lieu de mettre description, j'ai mis description. Donc, on met ici, ici pour corriger ça. Voilà. Soit on est obligé d'aller utiliser le description là, au niveau d'ici, ce qui n'est pas correct pour moi, mais on met la description ici. Et ce qu'on va faire, on va faire le reset complet, plus le seeder. Donc, je fais le reset complet de tout, plus le seeder. C'est tout. Donc, une fois que je mets description, je vais venir ici, je vais faire le reset complet, plus le seeder. Donc, je vais effacer ceci. Je vais mettre ici PHP artisan. Voilà. Et je mets ici migrate. Je mets ici 2 points fresh. Et je mets le drapeau --seed. Voilà. Donc, ça permet de découvrir aussi cette commande. En dehors de PHP artisan 2.seed, si vous avez déjà créé la migration, ici maintenant, on va faire le refresh, le set complet. Et je relance ça. Et ça va faire le drop-in all table. Ça va recréer les tables maintenant. Et ça va faire le seed automatiquement. Une fois que c'est créé maintenant, ça a créé tout. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va lancer maintenant le seeding. Voilà. Et encore, on a autre erreur. Il dit quoi? Sur catégorie seeder. Même problème. On n'a pas le colonne is active sur ça. Voilà. Un autre problème, on va encore vérifier où ça se trouve. Donc, toujours au niveau de migration, on va venir ici. Et bien sûr, is active, on a mal fait ça, c'est underscore et non iPhone. Voilà. Donc, et non tiret. Voilà. Ou dash encore. Voilà. Donc, c'est is active comme ça. Vous avez vu, on a fait tellement d'erreurs. Donc, on relance ça. Même commande ici. Heureusement que Laravel ou bien Artisan dispose déjà cette commande pour nous. On refait, on relance. On fait le drop-in total. On réécrit les tables. On refait le seeding. Voilà. Voilà. Catégorie. Il y a encore un autre problème. Au niveau de event, slug don't have a default value. Voilà. Donc, ici, il y a un problème de valeur par défaut parce qu'on n'a pas ajouté le slug ici. Je vais voir. Donc, au niveau de event, voilà. Ce qu'on va faire ici, d'abord, bon, on va venir au niveau de migration. Donc, je vais fermer d'abord cette partie. Et au niveau de migration, concernant les events, au niveau de slug, ici, en fonction de base, on a un slug doit être unique. Voilà, donc on est d'accord. Ce que je vais faire ici, je ferme ça, cette partie. Je reviens au niveau de event. Je vais essayer un peu de créer une méthode ici. Donc, un mutateur, quoi. Donc,
Je vais créer ça en bas de scope size. Je vais venir ici, je vais créer ce qu'on appelle un mutateur. Bon, je vais créer ici, je n'aurais pas pensé à ça. On va créer un mutateur. Et ici, je vais créer un mutateur dont je mets ici public function. Et ça commence toujours par set. Et je vais mettre ça, set title, voilà, title attribute. Et je lui passe la valeur, donc value. Voilà. Une fois que je lui passe la valeur, qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà. On va mettre ici 6. Attribute title. Voilà. Donc, on prend ça. Et ici, au niveau du title, on met ici, vous importez le string. Vous importez au niveau de support, façade, string, tout ce qui est là. Voilà. Donc, il faut forcément l'importer de là. Voilà. Donc, une fois que vous l'importez, vous mettez slug ici. Voilà, vous appelez slug et vous ajoutez cette valeur et vous ajoutez le random qui est ici. Voilà. Ça ne règle pas totalement déjà le problème. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter ça manuellement. Donc, je ferme ici. Je vais venir au niveau de event, c'est ici. Ce qu'on peut faire, je peux venir ici et ajouter le slug manuellement comme ça. Pour chaque truc là, je peux ajouter le slug comme ça. Voyez, juste, je prends ceci en minuscule, j'ajoute tiret, tiret, c'est tout. Je peux le faire comme ça. Je peux faire ça sur tout. Voilà. Je peux venir ici, je peux mettre ici le slug. Voilà. Je peux mettre ça sur ceci. Donc, vous prenez juste le titre, vous mettez tout en minuscule et les mots, maintenant, vous soudez les mots par tiret simplement. Voilà, je peux faire ça rapidement. Allez, je fais ça et puis on revient. Donc, j'ai ajouté tout. Voilà, j'ai ajouté tous les slogs. Donc, une fois que tous les slogs sont ajoutés maintenant rapidement, on va continuer. Donc, on va retester les choses. On suppose qu'il n'y en aura plus d'erreur maintenant. Je vais venir ici. Je vais d'abord effacer le terminal et je remets la même chose. Et là, on va voir si ça va marcher maintenant. Voilà. S'il y a d'autres erreurs encore, ça va nous dire, on va corriger au fur et à mesure, rapidement et terminé. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Le même problème se pose au niveau du booking number. Voilà. Sur la table booking. Donc, on va venir là. Booking seeder. On fait la même chose ici. Au niveau de booking number, donc je retourne ici. Là, on va venir là. On va acheter ici. Booking number. Voilà. On l'ajoute. Et on répète la même chose. C'est BK, la date, voilà, l'année. Et on ajoute maintenant des trucs comme ça. ABC, quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai ajouté ABC. Et puis, on va plutôt répéter ça partout. Donc, je viens là. Il faut que simplement que ça soit unique. Ça ne doit pas être répété. Donc, ici, je peux mettre ici 007 quelque chose, c'est tout. Aussi simple que ça. Ouais, non. Et vous répétez ça. Vous changez ça simplement. Donc, on fait ça aussi rapidement. Une fois que tout est bon, maintenant, on relance pour voir ce que ça va donner. Donc, on relance ici, on vient là. Et on relance. Normalement, tout doit être parfait maintenant. Il n'y en aura plus d'erreur. Normalement. Voilà. Voilà, le seeding commence. Il y a aussi encore le même problème quelque part. OK, on n'avait pas enregistré. Dommage. Il faut enregistrer d'abord. Attention, il faut enregistrer ça avant de continuer. Voilà, il faut enregistrer rapidement. Il faut aller très vite. Voilà. Donc maintenant, tout se passe très bien. Donc, toutes les données
sont entrés dans la base de données. Et pour vérifier ça, on va venir ici. On va venir au niveau de MySQL ici. Voilà. Et on va voir. Est-ce qu'il y a des données dans, on vient ici, on va voir d'abord au niveau de user. Donc, je vais cliquer ici. On va faire un clic droit. Select d'abord. Donc, on met select. Je vais fermer, par exemple, des informations, tout ce qui est ici, je ferme tout. Voilà. Et au niveau du résultat, on va voir. Et évidemment, il y a des données qui sont dedans. Il y a l'administrateur, il y a l'organisateur, voilà. Il y a Jean Dupont, tous ceux qui sont ici. Voilà, c'est parfait. On va vérifier aussi, on ferme ça et on vérifie pour une autre truc, la table. Voilà. Par exemple, je vais vérifier maintenant pour la catégorie. Donc, vous venez ici, clic droit, on select aussi. Et là, résultat, bingo, il y a ça, des catégories qui sont là. Je fais la même chose avec des événements. Clic droit, select. Et quand on vient là, voilà, il y a des événements aussi, conférences, il y a les slots qui sont là, la description, organisateur ID, tout ce qu'on a, on veut catégorie ID, c'est parfait aussi. Donc, je peux aussi fermer ceci pour avoir un peu plus d'espace. Et je reviens maintenant sur des réservations, donc Booking. Et je sélectionne aussi. Et au niveau du résultat, on a aussi des bookings. Voilà, c'est très bien. Donc, on a rempli maintenant tous nos trucs là de données aléatoires. Donc, on a configuré maintenant, mettre en place la base de données, les migrations, les seeders, les modèles. C'est pas un truc là. Ça n'a pas été facile, mais on a fait ça. Donc, maintenant, on a terminé maintenant avec la base de données, tout ce qui concerne la base de données, tous ces trucs-là. Donc, je pense que, pour faire résumer simplement, on a créé, les 4 tables sont créées, parfait. On a le user avec ses colonnes, on a la catégorie, le event, le booking, on a les modèles user avec des traits qu'on peut avoir avec des relations comme create, event, booking, tous ces trucs-là. On a la catégorie, tout ce dont on a besoin, on a fourni tout complètement dedans. On a maintenant là fourni les tables en des données réellement en découvrant les seeders, voilà, et aussi les factories, bien sûr, même si on ne l'a pas utilisé, voilà. Donc, tout est parfait, tout a été établi. On a parlé des relations maintenant, voilà, on a fait des tests de données et tout est parfait. Maintenant, la prochaine étape, maintenant, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la création véritable de l'API. Voilà. Donc, ça va exposer toutes les données au front-end. On va faire les API, l'API qui va exposer toutes les données au front-end. Dans la partie 3, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir simplement, au fait, l'API REST, là, le développement d'API, les routes, les contrôleurs, tous ces trucs. Donc, on va voir un peu, on va transformer un peu notre projet là en API REST, voilà, utilisable par le front-end. Voilà. Et du coup, à la fin de la vidéo prochaine, vous allez voir ce qu'on appelle les routes API propres. Voilà, les contrôleurs dédiés, les structures de réponse en JSON cohérent, la validation centralisée, les API qu'on va tester avec Postman, tous ces trucs-là. Voilà, on ne va pas s'occuper encore de l'authentification, ça arrive, voilà, mais on va partir du principe que l'API est ouverte et qu'on simule les utilisateurs, ainsi de suite. C'est ce qu'on fait dans la partie prochaine, ça. Donc, restez, il faut aussi vous terminer ceci, la partie prochaine, la partie 3 de la vidéo, vous devez regarder ça, la 4e vidéo. Voilà, parce que cette vidéo fait suite à la partie 2. Donc, si la vidéo vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker ça, commenter, partager, encourager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Je développe des projets web et mobiles et que je forme des gens. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Au service, on est ensemble, on dit à la prochaine.